Alors que la plupart des enfants de 8 ans apprennent encore l'alphabet ou jouent à la chapéation, Léa passe ses journées en silence, à réparer de vieilles radios, à esquisser des circuits dans un carnet défraîchi et à accompagner sa mère en bus au siège d'une gigantesque entreprise technologique, où sa mère nettoie tranquillement les bureaux. Personne ne sait que Léa existe. Personne ne la remarque. Personne, sauf... Un jour, tout change. Une cyberattaque soudaine paralyse toute l'entreprise, paralysant les systèmes comme une avalanche silencieuse. Ni les ingénieurs ni les managers ne comprennent ce qui se passe. Quand Léa, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, demande la permission d'essayer quelque chose d'extraordinaire commence. Comment une enfant, oubliée du monde, pourrait-elle devenir son improbable sauveur? Et que se passera-t-il lorsque le puissant PDG rencontrera enfin la seule personne qu'il ne pourra plus ignorer? Restez avec nous pour découvrir comment le génie peut s'épanouir en silence et comment, parfois, le simple fait d'être vu peut tout changer. Léa marchait exactement 6 pas derrière sa mère, non pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce qu'elle aimait regarder sa mère se déplacer dans des endroits où elle n'avait clairement pas sa place. Sa mère ne se pressait jamais, ne levait jamais les yeux, ne prétendait jamais s'intégrer dans les couloirs de marbre et de verre du géant technologique Viréon. Elle avait choisi l'invisibilité, et Léa Martel, dès son enfance, avait compris quelque chose de rare et de profond, dans certains espaces, l'invisibilité était une forme de pouvoir. Elle serrait fermement son vieux sac à dos usé jusqu'à la corde, veillant à ne pas laisser la fermeture éclair cassée s'accrocher à son pull. À l'intérieur de ce sac reposaient ses trésors les plus précieux, une montre numérique cassée, une clé USB fissurée qui ne fonctionnait plus, mais qu'elle ne pouvait se résoudre à jeter. Ils sont entrés par l'accès réservé au personnel. Le poste de sécurité n'a même pas jeté un coup d'œil à Martel. Il ne l'a jamais fait. Sa mère murmura, 39e. Léa savait ce que cela signifiait. Même étage, même service. Pas besoin de questions. Elle se détourna et se glissa à sa place habituelle, un banc moelleux dans un coin du couloir. Là, elle balança doucement ses jambes, puis ouvrit son carnet, feuilletant des pages remplies de schémas, de diagrammes et de son propre langage de commande inventé. Elle se remit à dessiner. C'était son moment préféré de la journée, le moment où elle pouvait prétendre qu'elle appartenait aussi à cet endroit. Au moment où sa mère a disparu derrière les portes de l'ascenseur du personnel, Léa était déjà plongée dans la conception d'une carte mère imaginaire, une carte qui, croyait-elle, pouvait parler dans les airs. Son crayon filait sur le papier, guidé par une logique qu'elle seule connaissait. Elle remarqua à peine le claquement des talons, le bourdonnement des réunions matinales ou le claquement sec des étuis de tablette qu'on ouvrait. Tout cela s'estompait. Ce qui comptait, c'était l'idée qui prenait forme, un appareil sans fil capable d'interpréter des signaux corrompus. Elle avait déjà vu quelque chose de similaire dans une vidéo sur une chaîne YouTube aujourd'hui interdite. Elle se souvenait à peine de l'extrait, mais l'idée s'était implantée dans son esprit comme une graine. Elle esquissait maintenant le code imaginaire, un langage de symboles qu'elle seule pouvait déchiffrer, lettres et chiffres formant un alphabet secret. Et c'est alors qu'elle traçait le nom d'une fonction inventée, que le premier flash s'est produit. Les lumières au-dessus d'elle s'éteignirent. Elle marqua une pause, cligna des yeux. Puis tous les écrans autour d'elle s'éteignirent, comme si des dizaines d'yeux mécaniques s'étaient soudainement fermés. Léa est restée parfaitement immobile. Autour d'elle, le bâtiment se raidit. Une vague de tension parcourut la pièce. Les gens sortirent leur téléphone. Certains tapaient frénétiquement, d'autres aboyaient dans leur casque. Quelqu'un jura. Un mot a retenti, piratage. L'atmosphère a changé instantanément. À la réception, un homme a jeté sa tablette sur le comptoir avec un grand bruit. Comment ça, on est bloqué, grogna-t-il dans son oreillette. Une femme courut dans le couloir en marmonnant quelque chose à propos d'un problème dans la télécommande. Léa ignorait sa position, mais la veste de la femme était ornée de boutons brillants et sa voix était sèche et autoritaire. D'autres la suivirent sans hésiter. L'image immaculée du bâtiment, qui brillait d'efficacité il y a un instant, sembla soudain trembler. Léa ne bougea pas. Elle savait que si quelqu'un la remarquait, on lui demanderait de partir. Alors elle regarda, les yeux écarquillés et silencieuse. Près des ascenseurs, un groupe d'hommes s'accusaient mutuellement. L'un mentionnait un cœur compromis, un autre chuchotait l'existence d'un vecteur malveillant. Léa reconnaissait ce mot, malware. Elle en avait déjà entendu parler. Elle avait vu des gens simuler des attaques sur des systèmes de démonstration. Elle ne maîtrisait pas tous les aspects techniques,
mais à travers leur panique, à travers l'enchevêtrement de termes techniques, elle comprenait plus qu'il ne le pensait. Elle ne devinait plus. Elle lisait entre les lignes. Quand quelqu'un siffla, « Pas aujourd'hui, ce n'est pas possible », elle leva les yeux vers l'immense écran au-dessus de la réception. Il restait sombre. Ses yeux se plissèrent. Un jeune homme aux cheveux hérissés et portant une veste surdimensionnée faisait les 100 pas à proximité, serrant son téléphone. « Il va nous tuer. C'est la présentation client la plus importante de l'année. Nous sommes morts ?» Léa a noté rapidement à côté de son schéma, « Présentation client ». Elle ne savait pas pourquoi, mais cela lui semblait vital. Ils étaient bien trop paniqués pour que ce soit un simple problème technique. C'était quelque chose de ciblé. Quelque chose d'intentionnel. Elle écoutait plus attentivement. La réceptionniste a indiqué que quelqu'un avait tenté de redémarrer les serveurs depuis les locaux, sans succès. Un autre homme a mentionné un test ping vers le DNS externe, toujours bloqué. Léa tapota doucement son crayon contre son cahier. Aucun d'entre eux ne savait vraiment où l'échec avait commencé. Ils réagissaient aveuglément. J'essaie les portes, je les trouve toutes verrouillées. Elle ne dit rien, mais tourna la page et commença à écrire. Par où commencer? Isoler le point de compromis. Interne ou externe? Exécuter un shell de diagnostic. Recherche d'anomalies dans les signatures de trafic. Elle n'était pas sûre de pouvoir tout réparer. Mais une chose devenait terriblement claire. Il ne pouvait pas. Cette pensée la frappa plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Tous ces adultes en costume, avec leurs badges et leurs titres, entourés de ressources outils, argent, pouvoir et aucun d'eux n'avait de carte. Personne ne savait par où commencer. Pour la première fois de sa vie, Léa sentit quelque chose bouger au plus profond d'elle-même. Ce n'était pas seulement de la curiosité, celle qui la rongeait toujours. C'était plus pesant. Une étrange fusion d'anxiété et de lucidité comme tenir une allumette allumée trop près de son doigt, sachant qu'elle va brûler, mais incapable de la lâcher. Elle baissa les yeux sur ses pages, couvertes d'encre et de code. C'était comme regarder un brasier, consciente que le feu pourrait tout engloutir. Elle ne croyait pas pouvoir tout résoudre. Ce n'était pas ça. Mais quelque chose dans leur impuissance lui rappelait le jour où sa cousine avait essayé de connecter un vieux disque dur à la télévision, effaçant presque tous les paramètres. Ce jour-là, Léa s'était simplement assise à côté de lui et, en silence, avait redémarré le système grâce à un patch qu'elle avait assemblé sur sa clé USB. Personne ne lui avait appris comment faire. Elle avait juste su. Et maintenant, une fois de plus, elle se retrouvait dans une pièce pleine de gens avec tout sauf la direction. Elle regarda à nouveau ses notes. Les symboles commençaient à s'aligner, comme si son esprit procédait à une rétro-ingénierie du désastre, analysant le chaos sans jamais voir le code source original. Elle serra son crayon plus fort. Elle n'était même pas censée être là aujourd'hui. Mais soudain, cela semblait inévitable. Elle avait être ici. Aux étages supérieurs, les alarmes avaient commencé à sonner, des alarmes douces, pas encore urgentes. Mais Léa l'a à peine remarqué. Son attention s'était cristallisée en quelque chose d'électrique. Elle a commencé à écrire plus vite, reliant ce qu'elle avait entendu à ce qu'elle savait. Intrusion au niveau du noyau. Échec de l'accès au système. La tentative de restauration a échoué. Sauvegarde corrompue. Chaque ligne portait le poids de quelque chose qui commençait à s'enflammer, en elle et dans le monde qui l'entoura. Hit. On aurait dit que quelqu'un avait intentionnellement verrouillé le système de l'intérieur, non pas détruit, ni effacé, mais figé, suspendu dans un état qui préservait tout sous la panique. La structure était toujours là, intacte, enfouie sous le bruit. Le squelette du système n'avait pas disparu où il attendait, quelque part, juste d'être découvert. Il suffisait de savoir où chercher. Léa expira lentement. Elle n'avait pas peur. En fait, cette sensation lui rappelait le jour où elle avait démonté un vieil ordinateur de bureau que le voisin avait abandonné à la poubelle. Tout le monde avait dit que c'était de la ferraille, inutile, mais à l'intérieur, il fonctionnait encore. Il lui avait suffi d'un tournevis, d'un peu de patience et de l'absence de surveillance d'un adulte. En regardant le chaos se dérouler sous ses yeux, elle ressentait cette même clarté, ce même calme intérieur, une certitude naissante au plus profond d'elle-même. Je sais ce que c'est, pensa-t-elle. Léa n'avait jamais vu autant de personnes influentes réunies au même endroit et si complètement perdues. Elles se tenaient ensemble dans une pièce vitrée près de l'escalier principal,
un étrange mélange de costumes de créateurs impeccables et de vêtements froissés, enfilés à la hâte. Certains avaient désespérément leur téléphone collé à l'oreille, d'autres fixaient des écrans inondés d'alertes rouges clignotantes. L'un des écrans affichait une carte du monde, désormais inondée de tons écarlates, une hémorragie numérique se propageant nœud par nœud, comme de l'encre qui coule sur du papier. Elle s'approcha, silencieuse comme une ombre. Ses baskets USAID ne faisaient aucun bruit sur le carrelage. Serrant son carnet contre sa poitrine, Léa scruta leurs visages, un par un. C'étaient censés être ceux qui contrôlaient tout, l'élite, les experts, et pourtant certains criaient, d'autres chuchotaient frénétiquement. Un homme trapu frappa du poing la table. « C'est impossible » hurla-t-il. « On a triplé le pare-feu. » Une femme à côté de lui répondit d'un ton neutre, « Alors c'est un protocole fantôme. Il imite un utilisateur normal, trop propre pour être une attaque par force brute. » Léa ne connaissait pas tout le jargon technique qu'ils utilisaient, mais elle comprenait ce qui manquait. Ils ne posaient pas les bonnes questions. Loin de là. L'atmosphère n'était pas seulement tendue, elle était saturée de panique. Quelqu'un tenta de contourner le système manuellement. Des doigts effleurèrent frénétiquement le clavier, mais la réponse ne fut qu'une cascade de codes d'erreur. Encore un blocage, murmura quelqu'un. Cryptage de niveau 4, qui a bien pu concevoir ce genre de système? Une autre voix s'éleva brusquement, quelqu'un qui veut vraiment que nous restions hors ligne. Puis un homme plus âgé, plus bruyant que les autres et visiblement habitué à commander une pièce, se tourna vers la porte et cria à quelqu'un qu'on ne voyait pas, « On peut joindre Marc. Il nous faut un accès de niveau supérieur. » Un assistant nerveux balbutia, « Il est en réunion à l'étage, ou du moins il était en communication. » Léa a compris ce qu'ils étaient en pas, quoi qu'il arrive, cela se produit rapidement et personne, pas une seule personne, n'a le contrôle. L'espace d'un instant, elle oublia d'être invisible. Elle fit un petit pas en avant et, comme si ses pensées lui échappaient sans permission, elle parla à voix haute, à peine plus qu'un murmure. « Avez-vous vérifié le cycle de débordement du socket ?» Les mots tombèrent dans la pièce comme une pierre dans un puits. Silence. Les têtes se sont tournées. « Qu'a-t-elle dit ?» grogna un homme. « Mon Dieu, qui a laissé un enfant entrer ici ?» s'exclama un autre en levant les yeux au ciel. Mais une femme cligna lentement des yeux. Elle ne rit pas, ne la repoussa pas. Elle fixa simplement Léa Martel, le regard calme et pensif. Le rouge monta aux joues de Léa. Elle le regretta aussitôt. Elle avait enfreint sa règle, rester invisible, ne pas être entendue. Elle recula d'un pas, imaginant déjà le visage horrifié de sa mère si quelqu'un découvrait jusqu'où elle était allée. Elle serra plus fort son carnet, se préparant à disparaître comme la brume. Mais il la regardait, non pas avec dédain, mais avec quelque chose de plus dangereux, de l'intérêt. L'un d'eux était plus jeune que les autres, à peine plus âgé qu'un lycéen, et se tenait à l'écart du groupe. Il ne criait pas, il ne paniquait pas. Il la regardait. Son badge indiquait Elio. Léa croisa brièvement son regard, puis détourna le regard, mais pas avant d'avoir remarqué la légère inclinaison de sa tête, comme s'il répétait ses paroles encore et encore. Elio était différent. Son regard n'accusait pas, il questionnait. Il essayait de comprendre. Léa sentit un tourbillon de peur et d'espoir la submerger. Elle n'avait pas prononcé ces mots par hasard. Ce n'était pas une supposition. Elle savait. Elle avait déjà rencontré ce problème précis dans une simulation qu'elle avait piratée de nuit, accroupie en tailleur sur le sol de l'appartement d'un voisin, un clavier fêlé sur les genoux, les yeux écarquillés dans la pénombre. Ce n'était pas une théorie. C'était un souvenir. L'homme corpulent qui s'était moqué plus tôt marchait maintenant comme un animal en cage, en marmonnant. Tout cela est une perte de temps, grommela-t-il. Nous tirons dans le noir, a ajouté quelqu'un d'autre. Aucun patch ne fonctionne. On ne sait même pas à quoi on a affaire. Et on n'arrive toujours pas à contacter Marc, dit sèchement une troisième voix. Il le saura dès que les indicateurs apparaîtront sur les tableaux de bord des investisseurs, il va péter un câble. Tout cela aurait dû terrifier Martel. Mais étrangement, ce ne fut pas le cas. Ce qui l'effrayait le plus, c'était de voir comment faux leurs suppositions étaient telles qu'ils étaient totalement aveugles à une vérité plus profonde. Ils cherchaient des brèches bruyantes, des attaques en force. Mais ce n'était pas bruyant. C'était précis. C'était élégant. Quelque chose s'était infiltré dans leur système, écrit par quelqu'un qui comprenait l'architecture plus intimement qu'eux. Léa connaissait cette logique.
Elle la ressentait comme un second battement de cœur. Et pire encore, elle ne savait même pas comment expliquer son savoir. C'était le fléau de l'apprentissage solitaire, on n'a pas toujours les mots pour exprimer ce qu'on absorbe instinctivement. Elle ouvrit de nouveau la bouche, mais cette fois, personne ne l'entendit. La salle se fragmenta en factions silencieuses. Certains agissaient, désespérés, tandis que d'autres se figuaient, craignant d'aggraver la situation. Puis la femme qui avait auparavant seulement cligné des yeux parla enfin, doucement, mais avec autorité. Nous devrions au moins vérifier ce qu'elle a dit. Son ton n'était pas dur, mais il avait du poids. Une voix défensive a rétorqué, on écoute sérieusement un enfant maintenant. C'est à ce moment-là qu'elle avança. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas pris de pause. Il a juste dit, sa question est logique. Les têtes se tournent à nouveau. C'est un point d'entrée logique pour un blocage récursif, a-t-il poursuivi, surtout si l'attaquant voulait que cela ressemble à une erreur de l'utilisateur. Il jeta un coup d'œil à Martel, puis aux autres. Ne prétendons pas avoir une meilleure avance. Silence. Encore. Léa déglutit difficilement. Elle ne comprenait rien au jeu politique, mais elle comprenait ce regard. Ce n'était pas de la pitié. C'était plutôt proche de la confiance. Pas une confiance absolue, mais un germe de confiance, quelque chose qui pouvait germer. Elle a rompu le silence. Qu'il le veuille ou non, elle n'était plus invisible. Elle recula, incertaine d'avoir aidé ou simplement aggravé la situation. Les hommes en costume restaient sceptiques. Les ingénieurs semblaient inquiets. Mais la conversation avait changé. Pas radicalement, pas encore, mais quelque chose dans le courant avait changé. Elle avait introduit une idée qui n'existait pas auparavant dans la salle. Elle les avait rendus arrêts. Et c'était rare. Ça signifiait quelque chose. Retirée dans le couloir, cachée derrière une colonne, elle observait à distance. Elle sentait le regard d'Elio la suivre non pas soupçonneux, mais pensif. Il n'avait pas détourné le regard depuis qu'elle avait parlé. Il resta immobile tandis que le chaos s'emparait de lui, observant sa retraite, intégrant sa présence comme une pièce de puzzle apparue soudainement une pièce qui n'était pas encore sur le plateau. Léa s'assit devant la pièce vitrée, ouvrit son carnet et écrivit 3 mots. Boucle de débordement de saccade. S'il ne le vérifiait pas, elle le ferait. Elle le ferait. Parce que ce n'était pas une supposition. C'était un souvenir. Il l'avait laissé entrer non par confiance ou par logique, mais parce que l'échec les avait tous épuisés. Ce moment était né de l'épuisement, de l'effondrement las de la confiance. Un haussement d'épaule collectif de la part de ceux qui étaient censés savoir mieux. Le chef du service informatique, un homme grand aux cheveux clairsemés, marmonna d'un ton sarcastique. Et pourquoi pas, peut-être que l'enfant de la femme de ménage réussira là où tout notre service a échoué. Un rire nerveux, sec et creux, déferla sur la salle vitrée comme une vague que personne n'osait surfer. Personne ne tenta de l'arrêter. Personne ne croyait vraiment qu'elle ferait plus que rester figée devant l'écran, paralysée par le chaos qu'il dévoilait à l'exception du stagiaire silencieux, le stagiaire au regard vigilant, qui restait près d'elle comme une ombre d'inquiétude. Il n'avait presque pas parlé depuis qu'il l'avait défendu lors de la précédente réunion, mais maintenant, il s'avança avec une résolution tranquille et tira doucement une chaise. Tiens, dit-il doucement, sa voix presque noyée dans la tension ambiante. Il faudra grimper dessus, la table est trop haute. Léa Akissa secoua la tête, serrant son carnet contre sa poitrine comme un bouclier, et grimpa avec la dignité tranquille de quelqu'un qui avait appris depuis longtemps à ne pas grimacer au son des rires. Personne ne lui a donné d'instruction. Personne ne lui a expliqué le problème. Elle n'a rien demandé. Elle fixa le terminal, silencieuse et immobile, pendant 10 secondes avant de toucher le clavier. Ses doigts flottaient, non pas par hésitation, mais par calibrage. Elle alignait sa mémoire musculaire sur une configuration qu'elle connaissait déjà, comme un pianiste se remémorant une mélodie de son enfance. L'écran était un fouillis confus de lignes de commande administrateurs bloquées et d'erreurs de pare-feu. Les outils de diagnostic clignotaient sur le panneau le plus consulté. Léa expira lentement par le nez. Elle connaissait suffisamment l'interface pour comprendre que 3 tentatives de récupération en arrière-plan avaient déjà été effectuées. Tout avait échoué. Cela signifiait que l'intrusion n'était pas violente. Elle était personnelle. Elle avait été conçue pour infiltrer, et non pour détruire. Son regard se leva, non pas vers le code, mais vers le mur derrière le terminal.
Sur une étagère se trouvait un cadre photo légèrement de travers. Une petite fille souriante, âgée d'accent grave peine 5 ans, était assise sur les épaules de quelqu'un. Le visage de l'homme était coupé, mais la montre à son poignet était indéniablement la même que celle que portait le PDG furieux qui avait traversé le couloir en trombe 1 heure plus tôt. Au bas du cadre, une minuscule gravure, Amelia, 4 heures du matin, bienvenue au monde. Léa sourit brièvement. Puis elle tapota fort. Amelia. La réaction fut immédiate, mais sans artifice. Pas de flash. Pas d'alarme. Juste un léger clignotement. Une nouvelle fenêtre de requête apparut, là où il n'y en avait pas auparavant. Elliot se pencha et se rapprocha, les yeux plissés. Tu viens de commencer. Puis il se tut. Même le directeur sarcastique, qui parcourait son téléphone avec ennui, leva les yeux et se figea. Attends, c'était quoi ça? Léa ne répondit pas. Elle était déjà un peu plus profonde, avançant avec une assurance presque chorégraphiée. Ses doigts ne vacillaient pas. Elle ne tapait pas comme quelqu'un qui teste des possibilités. Elle tapait comme quelqu'un qui se souvient. Son carnet était fermé sur la table. Elle n'en avait pas besoin. Elle ne vérifia pas. Elle agissait. Un ingénieur se pencha en avant, les yeux écarquillés. Cette clé de contournement, on n'a même pas essayé de déclencher le schéma de sauvegarde personnalisé. Quelqu'un d'autre murmura, presque hébété, nous avons ce genre de système dans le système d'administration? Silence. Léa continua. Elle ne jouait pas. Elle ne prouvait rien. C'était comme si elle ne voyait plus la pièce, comme si elle bougeait à un rythme qu'elle seule pouvait entendre. La tension dans la pièce se modifia. Elle ne disparut pas, mais changea de forme. Ce n'était plus une tension d'impuissance. C'était une tension d'incrédulité. Une douzaine d'adultes certifiés et formés observaient un enfant se frayer un chemin dans un labyrinthe que l'un d'eux avait construit et auquel il n'avait plus accès. Pendant de longues secondes, personne ne parla. Seul résonnait le claquement doux et assuré des doigts de Léa et le bourdonnement régulier des ventilateurs du processeur. La femme qui ne l'avait pas renvoyé, qui lui avait permis de s'avancer, murmura, elle a trouvé l'administration difficile. Le responsable informatique de Basourdi cligna des yeux. Elle ne devrait même pas être visible sans authentification? Aïe! Murmura quelqu'un. Elle s'est authentifiée, dit un autre, toujours en train de regarder. Avec quoi? Avec la clé personnelle du PDG. Le silence s'épaissit, lourd désormais de reconnaissance. Personne ne voulait dire à voix haute la vérité qui se déposait comme de la poussière dans leurs poumons. Ils avaient tous ignoré la vulnérabilité la plus évidente. Pas une faille technique. Une faille humaine. Un père qui donnait le nom de sa fille à 4 heures du matin et qui laissait ce souvenir s'infiltrer partout, même dans ses mots de passe. Léa savait où chercher. Non pas par malchance. Mais parce qu'elle comprenait les gens. Elle avait vu suffisamment de portes closes pour reconnaître celles qui n'étaient pas censées rester verrouillées. Ce devait être Elliot qui rompit à nouveau le silence. Il n'était pas venu pour s'expliquer ou intervenir, mais pour s'agenouiller silencieusement à ses côtés. Tu es dans la coque, dit-il doucement. Que cherches-tu maintenant? Elle ne le regarda pas. Mais elle répondit, claire et calme. Le premier nœud. Si je trouve le schéma d'entrée, je pourrai désactiver le verrou. Ses mains ne ralentirent pas. Elle parcourut les journaux, les rapports d'erreur, les données corrompues aux certaines déguisées pour paraître inoffensives mais ses doigts ne tombèrent dans aucun piège. C'était comme si elle était née pour ça. Personne ne lui avait appris. Elle n'avait suivi aucun cours. N'avait obtenu aucun certificat. Son apprentissage provenait de tutoriels fragmentés, d'appareils cassés et de longues nuits solitaires passées à tirer profit de machines hors d'usage. Et pourtant, elle était là, faisant ce qu'aucun d'eux ne pouvait faire. La salle resta figée derrière elle, silencieuse, humble. Elle regardait l'enfant se débarrasser des couches d'échecs accumulées au fil des mois. Ce qui avait commencé comme une sorte de plaisanterie, un pari ridicule, était devenu autre chose, quelque chose de plus sombre. Une révélation. Une vérité qu'aucun d'eux n'avait voulu affronter. Ils avaient négligé l'essentiel. Et lorsque Léa franchit la première couche de cryptage, lorsque l'écran de verrouillage disparut et qu'un nouvel ensemble de champs d'accès apparut ou lorsque la couche rouge statique disparut de l'un des écrans centraux, plus personne ne rit. La nouvelle s'est propagée plus vite que n'importe quel processus d'approbation. Elle a circulé d'un service à l'autre,
non pas sous forme de notes officielles, ni par le biais de chaînes hiérarchiques, mais comme un murmure. Elle s'est glissée entre des mains tremblantes tenant des tasses à café, entre de grands yeux scrutant les écrans. La fille du nettoyeur fait quelque chose dans le système. Cela ressemblait à une chute qui avait échappé aux limites d'une blague, quelque chose qui n'était pas censé atteindre la haute direction. Mais c'est ce qui s'est passé. Amélie parvint à Marc Delard, le PDG de toute l'entreprise. Et l'année, la technologie et le silence l'accompagnèrent dans une petite salle de réunion 2 étages plus haut. Il fixait l'écran noirci de sa tablette, tandis que les indicateurs s'effondraient comme des navires en perdition. Les dirigeants, la voix tendue et cassante, emplissaient l'air d'appel aux investisseurs, de doux mensonges et de sourires crispés qui maintenaient le tout en place. Mais Marc n'écoutait pas. Ses doigts tapotaient furieusement la tablette. Puis, d'un geste brusque, il la jeta sur la table et fixa son assistant du regard. « Pourquoi le système ne fonctionne-t-il toujours pas » aboya-t-il. L'assistant, à peine plus âgé qu'Elliot, balbutia quelque chose à propos des niveaux de cryptage, des protocoles de violation, puis ajouta dans un murmure, « Monsieur, quelqu'un y travaille. » Marc plissa les yeux. « OMS ?» L'assistante fessier, une fille dans le hall d'entrée, la fille d'un technicien, je crois. Marc cligna des yeux. Comme si ces mots avaient été prononcés dans une langue étrangère. Il ne répondit pas. Il se leva, se retourna et quitta la pièce d'un pas rapide et brusque. Il se dirigea droit vers l'étage en question, la suspicion bouillonnant en lui comme un poison. Léa ignorait qui était Marc Delard. Elle ignorait qu'il l'observait désormais derrière la vitre, tel un faucon observant une énigme qui le défiait. Toute son attention était concentrée sur le terminal. Les bûches corrompues s'étalaient vers le bas, telles des fils qu'elle tirait depuis l'âge de 5 ans. Ses lèvres étaient pincées. Son front se fronçait. Son corps était légèrement penché en avant, une posture façonnée par des centaines de nuits passées penchées sur des composants récupérés. Ses mains ne tremblaient pas. Non pas qu'elle ne soit pas nerveuse. Mais parce qu'elle n'avait pas le temps d'avoir peur. Chaque seconde d'hésitation était une seconde pendant laquelle le système s'éloignait davantage de la reprise. Elle avait déjà traversé 3 couches de la coque, non pas en utilisant les outils d'accès, mais en suivant aveuglément les schémas, leur faisant plus confiance qu'à l'interface fissurée, car la moitié des fonctions de diagnostic avaient été désactivées par l'attaque elle-même. Son carnet reposait à côté d'elle, ses pages tremblant à peine dans le courant d'air agité par le mouvement, mais elle ne l'avait pas consulté depuis plusieurs minutes. Léa n'avait plus besoin de vérifier quoi que ce soit, elle avait assimilé non seulement la logique du système, mais aussi celle de l'attaquant. Et personne d'autre ne l'avait vu. Ce n'était pas seulement une bataille de code. C'était un langage intime, féroce, vivant et elle le comprenait comme une seconde peau. Derrière la paroi vitrée, Marc croisa les bras. Son incrédulité se figea, se transformant en une sensation froide, presque cassante. Il regarda cette gamine carant la fille aux manches de sweatshirt retroussées, révélant des bras bien trop fins et des doigts qui se déplaçaient avec une conviction fluide et précise sur un clavier conçu pour les professionnels. Il se tourna brusquement vers un ingénieur à côté de lui. « Appelez la sécurité », dit-il d'une voix qui ne permettait aucune discussion. L'ingénieur sursauta, surpris. « Monsieur, c'est une enfant. » Marc répondit d'un ton plus froid que l'acier, et il s'agit d'infrastructures valant des millions. Je ne tolérerai pas de responsabilité supplémentaire en plus du sabotage. Sa voix était basse, mais elle n'avait pas besoin d'être forte, elle était puissante. Les gens obéissaient à Marc comme les machines obéissent à des scripts, automatiquement, sans comprendre le code qui régit l'ordre. 2 agents de sécurité furent appelés en moins de 30 secondes. L'un d'eux murmurait déjà dans son oreillette, les yeux rivés sur la jeune fille à travers la cloison transparente. Le chef du département fut le premier à remarquer leur approche. Il ne dit rien, mais son expression changea, la confusion fit place à l'inquiétude. Il se retourna et les aperçut également, les yeux écarquillés. Sans hésitation, il se leva, s'avançant instinctivement devant les marteaux, la protégeant de son propre corps, faisant face aux agents qui approchaient comme un pare-feu fragile pourrait se dresser entre un serveur et la ruine. Peut-être inexpérimenté, mais résolument déterminé. C'est la seule à avoir fait des progrès jusqu'à présent. Sa voix résonna plus fort que prévu, les mots lui échappant comme des étincelles flottant au-dessus d'une flaque d'essence. L'un des agents hésita, surpris par la certitude dans la voix du garçon. L'autre se tourna vers Marc, attendant un signe. Mais Marc n'a pas répondu immédiatement.
Il fixait non pas la fille, ni même le terminal mais le garçon, analysant la tension dans ses épaules, le léger tremblement dans ses jambes qui trahissait la peur, malgré sa posture ferme. Le garçon avait peur. Mais il ne recula pas. « Tu veux me raconter, lentement ?» demanda Marc d'une voix douce et tranchante, « comment as-tu décidé de confier nos mesures de rétablissement essentielles à un enfant? Sans accréditation, sans formation, sans autorisation ?» Elio ne l'a pas branché, répondit quelqu'un d'une voix calme et posée. « Je vous le dis. Elle est allée plus loin dans le système que nous ne l'avons jamais fait. Et elle n'a déclenché aucun protocole d'urgence. » Le visage de Marc ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux, une lueur de doute, ou peut-être de curiosité. Difficile à dire. Derrière eux, les ingénieurs murmuraient, elle a ouvert des journaux inaccessibles. Elle a isolé des anomalies dans le deuxième groupe. Peut-être y parviendra-t-elle vraiment. Mais Léa ne leva toujours pas les yeux. Elle n'avait pas remarqué le changement d'énergie dans la pièce. Elle n'avait pas vu Elio se lever, ni les gardes vaciller. Son esprit était plongé dans l'architecture de l'intrusion, ses pensées traçant les injections de commandes, inversant les paquets de données empoisonnées conçus pour tromper et submerger. Ce n'était pas seulement du talent. C'était de la clarté, celle qui n'apparaît qu'après des heures de lutte contre le chaos, jusqu'à ce que les motifs surgissent enfin de la brume comme des étoiles à travers le brouillard. Léa comprenait maintenant. Le code n'était pas aléatoire. Il était personnel. Il avait été écrit par quelqu'un de brillant et de malveillant. Quelqu'un qui avait insufflé son amertume à chaque ligne, tissé son ressentiment dans chaque recoin du système comme une histoire cachée. Elle avançait, pas à pas, dans ses empreintes numériques, comme des miettes de pain laissées non pas pour attirer, mais pour défier. Sans peur. Sans hâte. Son expression n'avait pas changé depuis qu'elle s'était assise. Mais sa concentration était assourdissante à ses oreilles. C'était le défi qu'elle avait toujours rêvé de relever, non seulement pour le résoudre, mais aussi pour le relever. Comprendre. Quelqu'un a chuchoté dans la pièce. Elle a atteint un nouveau niveau. Quelques personnes s'approchèrent, attirées, magnétisées. Même le responsable du service informatique, qui avait naguère ricané en sa présence, se pencha en avant, sans parler, mais en s'inclinant légèrement, presque avec révérence. Mais Léa ne pouvait pas les entendre. Son esprit était plongé dans le binaire, son cœur synchronisé avec la logique pure. Elle était bien au-delà de la distraction. Bien au-delà de l'hésitation. Elle ne demandait plus la permission et elle était la permission. Elle était déjà dans la machine. Les doigts de Léa bougeaient avec un rythme parfait, guidés par quelque chose de plus profond que la pensée, plus profond que l'instinct, une harmonie presque inconsciente entre la chair et le silicium. Elle avait déjà percé 3 couches supplémentaires dans l'architecture du système, s'aventurant là où personne ne s'était aventuré auparavant. Et ce qu'elle y a découvert n'était pas une dégradation. Ce n'était pas un accident. C'était quelque chose de complètement différent. C'était du design. Pas le genre d'attaque désordonnée et désespérée que l'on trouve habituellement, mais quelque chose de précis, voire d'élégant, comme si le code était une forme d'art. Méthodique. Délibéré. Réfléchi. Celui qui avait construit cela voulait être découvert. Mais seulement par quelqu'un de digne, quelqu'un capable de lire entre les lignes. Léa se pencha plus près. Ses yeux se plissèrent. Le code, censé ressembler à un mur, devint un langage. Dense. Dangereux. Et étrangement beau. Il comportait des pièges récursifs déguisés en fichiers critiques, des cycles de charge imbriqués, des arbres de décision imitant si bien la logique système que même les ingénieurs chevronnés seraient menés en rond. Mais Léa ne suivait pas les chemins évidents. Elle se déplaçait latéralement, en diagonale, comme si elle connaissait déjà le labyrinthe. Sa respiration ralentit. Il ne s'agissait plus de résoudre une énigme. Il s'agissait de lire une histoire. De déchiffrer une âme. Une ligne particulière, insérée dans une syntaxe corrompue, attira son attention. Non pas parce qu'elle était erronée, mais parce qu'elle était familier. Le cœur de Léa trébucha. La confusion est venue en premier, puis la curiosité, puis quelque chose de plus aigu, une reconnaissance qui s'est transformée en révélation. Elle avait déjà vu ça auparavant. Ce fragment, cette étrange séquence, ce n'était pas une copie, mais un cousin. Évolué, muté, mais indéniablement né de la même logique fondamentale. Elle s'en souvenait. Elle se trouvait dans un cybercafé loué en face de l'appartement de sa cousine.
Sa mère la croyait endormie dans la chambre du fond. Au lieu de cela, Léa avait pris un vieil ordinateur portable fissuré à l'écran clignotant et s'était connectée à un forum oublié, à un fouillis de liens brisés, de noms d'utilisateurs cryptiques et de codes sources inadaptés aux enfants. La plupart des informations étaient incomplètes. Mais un fil conducteur ressortait du lot. Le titre, Digital Ghost, méthode de destruction symétrique. Aucun commentaire. Juste un fichier et une seule ligne de texte. Le but n'est pas de forcer une porte. Le but est d'être la porte. Elle était bien trop jeune pour tout comprendre, mais quelque chose dans ce scénario l'avait captivée. Elle l'avait recopié à la main dans un cahier quadrillé, puis avait passé des semaines à le reconstituer sur le vieil ordinateur de son cousin. Elle l'avait configuré, testé, démonté comme une énigme. La version qu'elle voyait maintenant n'était pas la sienne, mais elle provenait du même arbre logique. Le même ADN. Des fragments identiques. Des noms de variables familiers. Des erreurs similaires et rares. Quelqu'un, quelque part, avait construit sur ce fantôme oublié. Et maintenant, Léa suivait son écho à travers la tempête. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une signature. Ses doigts s'immobilisèrent sur les touches, le charme de la pure logique brisé par le poids soudain de la reconnaissance. Elle ne fixait plus une attaque de loin, n'analysait plus une malveillance anonyme. Elle observait la trace de quelqu'un qui avait parcouru le même chemin tortueux qu'elle seule, hors d'atteinte du système, autodidacte, invisible. Il ne s'agissait pas seulement de code malveillant. C'était une empreinte, une voix criant dans l'obscurité, masquée par un sabotage. Une hackeuse, comme elle, qui avait autrefois tracé les mêmes lignes de commandement interdites, probablement avec le même désespoir silencieux, probablement sans mentor, sans cours, sans programme, seulement avec un feu au cœur, une irritation sous la peau et un esprit trop rapide pour que le monde puisse le comprendre. L'estomac de Léa se tordit. Parce que pour la première fois, elle ne savait pas si elle devait ressentir de l'admiration ou de la peur. Si quelqu'un comme elle avait choisi cette voie et ensuite préféré la destruction à la découverte, qu'est-ce que cela révélait de la corde raide qu'elle avait toujours suivie? Elle s'était toujours accrochée à la croyance que son don étrange, sa capacité étrange à percevoir les systèmes comme des recettes, la rendait unique, peut-être même noble. Mais et si ce même don la rendait aussi dangereuse? Elle se pencha légèrement en arrière. Et je me suis rendu compte que ses mains tremblaient. Son esprit était pris dans un filet d'émotions trop complexe pour être nommé. Il n'y avait personne à qui demander. Pas de professeur. Pas de manuel. Que signifiait le fait que votre ennemi ressemblait à votre reflet? Avait-il essayé, lui aussi? Avait-il voulu se venger? La destruction de Viréon était-elle quelque chose de personnel ou s'agissait-il simplement d'une expérience? Un test mis en place par quelqu'un qui a vécu en repoussant les limites. Juste pour voir quand ou si elle craquerait? L'estomac de Léa se noua encore plus. Le code n'était pas sauvage, il n'était pas en colère. C'était propre, froid, délibéré, patient et cela l'effrayait plus que n'importe quelle intrusion chaotique. Parce que cela signifiait que celui qui avait fait ça, avait le contrôle. Ni hors de contrôle, ni en spirale je choisis. Elle pensait à la fille sur la photo, Ameya. Que se serait-il passé si le système n'avait pas été arrêté? Ce hack aurait-il supprimé des fichiers? Données clients volés? A laissé l'entreprise exposée à la ruine ou à quelque chose de pire? Tout aurait ressemblé à un malheureux accident. Les pensées de Léa tourbillonnaient. Pour la première fois, elle doutait d'elle-même. Elle a envisagé de retirer ses mains du clavier. Laisser quelqu'un d'autre intervenir. Laisser les adultes gérer. Mais les adultes n'avaient pas vu les traces. Elle l'avait fait. CEO remarqua le changement dans son énergie, il ne dit rien. Il attendit en silence, prenant soin de ne pas la déranger. Puis il se pencha doucement en avant. Léa, dit-il doucement. Elle n'a pas levé les yeux. As-tu trouvé quelque chose, demanda-t-il. Sa voix était calme, mais résolue. Oui. Je crois savoir qui a fait ça. Elliot cligna des yeux. Tu veux dire, un groupe? Non, murmura-t-elle. Je veux dire quelqu'un comme moi. Il n'a pas répondu immédiatement. Il comprenait suffisamment pour ne pas remplir le silence avec des mots superficiels. Léa a recommencé à taper, plus lentement maintenant. Retraçant la logique enfouie au plus profond du système infecté. Mais quelque chose en elle avait changé. Sa posture était rigide, ses gestes plus prudents.
Sans aucun doute, elle connaissait ce code mieux que quiconque dans la pièce. Mais parce qu'elle en comprenait désormais la gravité. Ce n'était plus un casse-tête. C'était un dialogue. Un défi. Quelqu'un avait implanté ce hack en pleine connaissance de cause. Que seul un certain type d'esprit pouvait atteindre son noyau. Quelqu'un comme elle. Et cette pensée. Cette intimité terrifiante. À la fois l'effrayait et la fascinait. Parce que si quelqu'un était là-bas. Regardez. Que ferait-il lorsqu'il réaliserait? Quelqu'un était allé jusqu'au bout? Et pourtant, Léa ne s'est pas arrêtée. Même quand ses mains ont commencé à trembler. Elle a continué. Chaque ligne de code la rapprochait d'une confrontation. Elle ne l'avait pas anticipé. Elle ne réparait plus un système. Elle suivait une piste. Et au bout de ce sentier, il n'y avait pas de bug. Il n'y avait pas de virus. Il y avait une présence. Un esprit comme le sien. Un miroir déformé. Quelqu'un qui avait déjà emprunté ce chemin. Vu le monde comme des nombres et des chiffres. Et choisi pour transformer cette vision en arme. Léa ne savait pas qui il était. Ou pourquoi il l'avait fait. Mais elle savait une chose. Si un tel esprit existait, elle devait aller jusqu'au bout. Pas pour Viréon. Pas pour Marc. Même pas pour sa mère. Mais pour elle-même. Pour prouver qu'il y avait une autre fin. Un autre chemin. Un autre héritage. Parce que ce fantôme dans la machine parlait sa langue. Et elle était prête à répondre. Lorsque le système a de nouveau pulsé. Seule une fine ligne verte apparaissait sur l'un des grands écrans. La salle réagit à l'unisson. Des soupirs, des halètements étouffés, et même quelques jurons. Mais Marc Delattre ne bougea pas. Il n'a pas applaudi. Il n'a pas souri. Il se tenait au fond de la salle, les bras croisés. Regardant la petite fille devant le terminal. Comme si elle était née de la machine elle-même. Ses dirigeants ont chuchoté. Ses ingénieurs échangèrent des regards stupéfaits. Un chef de projet s'est mis à faire les 100 pas comme un homme secoué par un cauchemar. Mais le regard de Marc restait fixé sur elle. Elle s'appelait Léa. Aucun nom de famille enregistré. Tout ce qu'il savait venait de son assistant. Elle était la fille d'une femme de ménage. Aucune trace dans les bases de données. Pas d'historique numérique. Sauf quelques entrées de bâtiments. Et pourtant elle était là. Devant une machine qu'aucun de ses experts n'avait pu réparer. Ses petites mains dansant sur les touches. Répondant à ce que toute son équipe d'infrastructure n'avait pas réussi à décoder. Elle était entrée. Compris. Sort. Et Marc à l'homme qui a bâti un empire sur les données, sur le contrôle. Je ne savais pas quoi faire d'elle. Il n'a pas parlé quand elle a fini de taper. Et recula, serrant son carnet usé contre sa poitrine comme un bouclier. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il posa une main tremblante sur son épaule. Quelqu'un lui a offert une bouteille d'eau. Un autre a murmuré que le conseil devrait être informé. Mais Marc Delattre ne dit rien. Il se retourna et sortit silencieusement de la pièce. Ses pensées sont plus fortes que n'importe quelle explosion. Il est retourné à son bureau. Comme un homme retraçant un chemin oublié. Ses chaussures soudainement trop lourdes. Sa peau est trop tendue. Une fois à l'intérieur. Il a fermé la porte. Renvoya son assistant d'un regard. Puis ouvrit les archives de VD. L'enregistrement était déjà marqué d'un signet. Léa Martel, devant le terminal. Il a rembobiné la séquence. Regardez depuis le moment où elle s'était assise. À la seconde où le système a redémarré. Il l'a étudié image par image. Ce n'est pas ce qu'elle a fait. Mais comment? Sa posture. Son immobilité. Cela lui rappelait une scène qu'il avait enfermée pendant des décennies. Mais la mémoire, têtue et silencieuse. Émergeait. Un chemin de terre. Une petite fille de 8 ou 9 ans. Assise sur un perron avec une radio cassée sur ses genoux. Enroulement de fil avec des doigts noircis par la graisse. Elle n'a jamais parlé. Elle a attendu. Tous les jours après l'école. Tous les jours après ses courses. Elle n'avait pas de famille. Pas d'avenir. Un jour, elle lui avait dit que si elle réparait la radio, peut-être qu'elle entendrait des voix venant d'un monde meilleur. Et un après-midi,
La radio avait fait des étincelles dans ses mains. Elle n'a pas bronché. Elle a juste ri. Marc Delattre était resté figé derrière elle. Et un jour, elle a disparu. Pas un mot. Aucune explication. Il n'avait jamais demandé. Il n'avait pas voulu savoir. Il l'a enterrée comme tant d'autres choses. Convaincu que l'oubli était une force. Que survivre signifiait laisser derrière soi ceux qui ne pouvaient pas suivre. Mais en regardant Martel figé dans l'image sur son écran, quelque chose s'est fissuré. Ce n'était pas seulement une question de talent. C'était familier. Marc Delattre se laissa tomber sur sa chaise. Les mains jointes sur sa bouche. La vidéo a été mise en pause. Mais cela lui brûlait les yeux. Il n'était pas habitué à être secoué. Il avait conclu des contrats d'une valeur de plusieurs milliards d'euros. Survécu à des coups d'État dans les conseils d'administration. Des enfers de relations publiques endurcies. Mais rien ne l'avait préparé. Pour cette fille tranquille. Faire ce que personne d'autre ne pouvait faire. Pas pour les éloges. Pas pour l'argent. Mais simplement parce qu'elle le pouvait. Et la vraie question n'était pas seulement de savoir ce qu'elle avait fait. C'est ce que cela signifiait. Comment était-il devenu l'homme? Qui a failli appeler la sécurité? Sur un enfant dont l'intelligence éclipsait tout son département? Comment en était-il arrivé à juger les gens? Par titre, badge, profil. Et oublié. Ce génie chuchote souvent. Depuis les coins, personne ne regarde? Il ne se sentait pas coupable. Il se sentait réveillé. Parce que quelque part le long de la route, il avait coupé la partie de lui-même qui croyait au miracle. Et elle l'avait rendu. Pas avec des discours. Mais avec le poids de ses doigts sur un clavier. Il a rembobiné à nouveau. Ralentissait. Ses gestes étaient un langage. Un code. Il s'arrêta sur une image. Sa main, posée sur le bord du terminal. Doigts courbés. Écouter du métal. Il pensait à cette fille disparue. Est-ce que Léa disparaîtrait aussi? Quelqu'un se battrait-il pour la voir? Son cœur se serra. Il savait ce que le monde lui ferait. Si rien ne changeait. Ils enterreraient son cadeau. En silence? Pauvreté. Bureaucratie. Peut-être qu'un jour ils la remercieront. Peut-être même la glorifier. Alors oublie. À moins qu'il ne l'arrête. À moins qu'il n'agisse. Pas en tant que PDG. Mais en tant qu'homme. Un homme qui avait vu une petite fille disparaître. Parce que personne ne savait comment la tenir. Léa avait piraté son système. Mais plus que cela. Elle avait piraté lui. Et maintenant, dans le calme de son empire, entouré de tout ce qu'il pensait autrefois important, Marc Delattre n'avait plus qu'une question. Que devrait-il faire avec cet enfant? Qui venait de briser son monde? Et il continuait à regarder. La vidéo. La fille. Son visage est illisible. Et pourtant douloureusement familier. Le lendemain matin. Elle a été rappelée. Pas avec les honneurs. Pas avec une voiture. Pas avec une lettre. Juste une simple demande. Transmise à sa mère par un surveillant du soir. Léa n'a posé aucune question. Elle baissa la tête et se prépara. Comme elle l'a toujours fait. Elle a vérifié que son carnet était dans son sac. Que ses baskets usées tenaient ensemble. Que le même sweat à capuche. Celui qui lui glissait toujours des poignets. Était toujours drapé sur ses épaules. Sa mère ne l'a pas accompagnée. Elle s'arrêta à l'entrée. Les yeux inquiets. Lèvres serrées. Léa franchit seule les portes vitrées. Un assistant la guida poliment. Dans une pièce avec une longue table. Et une seule chaise bleue au bout. Personne n'a attendu avec des applaudissements. Personne n'a proposé de jus d'orange. Personne n'a exprimé son approbation. Tout avait changé. Elle n'était plus considérée comme une enfant. Elle était perçue comme autre chose. Quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Elle s'assit sur la chaise bleue et attendit. La pièce sentait le cirage au citron et le désinfectant. Les vêtements de sa mère. Mais elle s'en fichait. Ils sont entrés un par un. Pas toute l'équipe. Seulement les plus importants. Elliot était là.
carnet en main. Et il lui fit un petit sourire encourageant qui relâcha légèrement la tension dans ses épaules. Une femme âgée aux cheveux courts et coupés et portant des lunettes carrées a posé la première question sans aucun préambule. « Comment as-tu fait ?» Sa voix était calme, mais teintée de condescendance. Léa cligna des yeux. « Quelle partie ?» Quelques personnes souriaient, non pas par moquerie, mais avec une sorte d'admiration surprise. « Le dysfonctionnement de la boucle », expliqua quelqu'un. Une intrusion en couche. Un suivi des sous-niveaux des imbrications. Léa serra fermement les doigts autour du crayon. Elle sentit cette tension familière monter en elle, cette même voix intérieure qui lui murmurait que les adultes ne voulaient jamais vraiment de réponse, seulement la confirmation de leur présomption. Mais cette fois, personne ne l'a interrompue. Personne n'a écarté ce qu'elle pouvait dire. Ils attendaient. Ils écoutaient. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, puis parla avec toute l'honnêteté qu'elle put rassembler. Je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots. Un silence s'ensuivit, mais il n'était ni gêné ni déçu. Il était ouvert, attentif. Léa se pencha lentement vers son sac et en sortit un carnet. Elle l'ouvrit et découvrit une page blanche. Mais je peux te montrer. Le crayon commença à bouger. Il racla doucement le papier sous les yeux de toute la salle. Elle dessina sans lever les yeux. Ce n'était pas du code. Ce n'était pas un vrai diagramme. Ce qui apparaissait sur la page se situait quelque part entre les deux, une structure se déployant en quelque chose qui ressemblait à des branches d'arbres, avec des boucles s'enroulant comme des rivières, des motifs colorés qui évoquaient la complexité des cartes météorologiques. Elle dessinait avec une rapidité et une précision remarquables, reliant les éléments à des symboles qu'elle seule semblait comprendre. Elle n'écrivait pas un seul mot, ne proposait pas la moindre explication. Elle construisait. Exactement comme elle construisait les choses dans son esprit lorsqu'elle décodait un problème. Après quelques minutes, elle tourna la page et la poussa doucement sur la table. Personne n'a bougé. Alors Marc, assis juste en face de lui, les bras croisés et les sourcils froncés, se pencha en avant. Il tira le drap vers lui. Il n'a pas demandé ce que cela signifiait. Il regarda simplement en silence en tournant la page de côté, en la parcourant, non pas avec les yeux d'un ingénieur, mais avec le regard de quelqu'un essayant de voir au-delà de la surface. Léa l'observait attentivement, non pas parce qu'elle s'attendait à des éloges, ce qui n'était pas le cas, mais parce que le moment avait changé. Il ne s'agissait plus du système. Il s'agissait d'être vu. Marc continua à tourner lentement la page, la faisant tourner entre ses mains, comme si un angle précis pouvait révéler sa vérité. Puis il s'arrêta. Ses doigts se figèrent sur le bord. Léa le sentit, un changement, subtil mais réel, dans ses épaules. Il l'avait vu. Pas seulement le dessin, mais ce qu'il représentait. Une carte. Non pas à la panne, ni même à la solution, mais à elle. Un chemin vers l'intérieur. Une façon de comprendre le fonctionnement de son esprit. Comment elle surmontait les problèmes, comment elle voyait au-delà des étapes habituelles et conceptualisait ce que les autres ne pouvaient pas. Elle ne leur avait pas donné de ligne de code. Elle ne leur avait pas donné d'arbre logique. Elle leur avait donné son avis, dans la seule langue en laquelle elle avait confiance. Et Marc l'avait compris. D'autres commencèrent à se pencher en avant, lentement, sentant que quelque chose d'important se déroulait, même s'ils ne savaient pas encore quoi. Mais Léa le sentait. Marc ne savait plus, il se souvenait de quelque chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, mais qu'elle pouvait voir clairement dans ses yeux. Il ne la considérait plus comme une anomalie ni même comme un prodige. Il la regardait comme une personne, comme quelqu'un qui avait un jour ressenti ce même genre de pensée en lui. Léa se redressa un peu sur sa chaise, ne sachant pas quoi dire. Elle n'avait pas prévu ça. Elle ne s'attendait pas à se retrouver dans une pièce pleine d'adultes qui ne se disputaient pas, qui n'étaient pas condescendants, mais qui gardaient le silence parce que, pour la première fois, elle avait rempli ce silence de quelque chose qu'ils ne pouvaient nier. Elle chercha à nouveau son carnet mais se figea lorsque Marc leva les yeux. Son visage s'était adouci, non pas de pitié, mais de compréhension. Il ne la remercia pas. Il n'acquiesça pas. Il tapota légèrement la page du doigt et demanda. « Cette boucle-là, comment l'appelles-tu » Elle cligna des yeux. « Ça n'a pas de nom. C'est juste un moyen d'empêcher la structure de s'effondrer lorsque le problème commence à se replier sur lui-même. » Il hocha lentement la tête. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Elle hésita, puis dit doucement « oui ». Il repoussa le drap vers elle.
Gardez-le. Ne le changez pas. La solution n'était pas le papier. C'était elle. Et son cœur battait la chamade. Pour la première fois, elle n'avait pas simplement résolu quelque chose. Elle avait dit quelque chose. Et il l'avait entendu. Quand elle lui avait tendu le dessin et qu'il l'avait tourné de côté, il avait compris. Pas le système. Marc savait qu'il enfreignait tous les protocoles en vigueur. Il l'a compris dès qu'il a demandé à son chauffeur de tourner à gauche vers les collines au lieu de se diriger vers le bureau. Il a dit non à la voiture noire élégante. Non au garde du corps. Non à l'assistant aux yeux nerveux qui essaie de lui tendre un dossier de notes de réunion. Ce dont il avait besoin n'était pas dans ses pages. C'était dans la maison d'une petite fille. Dans un endroit très précis, le genre d'endroit où aucun membre de son conseil d'administration n'aurait osé mettre les pieds. Il sortit du taxi au fond d'une ruelle étroite. L'atmosphère changea, non pas le lieu, mais l'atmosphère. C'était la première fois depuis des années qu'il se rendait quelque part sans qu'on l'attende. Il a dû demander 2 fois quelle porte lui appartenait. Quand il s'ouvrit enfin en grinçant, la mère de Léa resta figée à sa vue, un balai à la main, les yeux écarquillés. « Êtes-vous monsieur Vaille ?» demanda-t-elle, mi-chuchotant, mi-effrayée. Son premier instinct n'était pas la fierté. C'était la panique. Sa fille avait-elle fait quelque chose de mal? Elle ne l'a pas fait exprès, commença-t-elle. Elle a tout fait comme il fallait, dit Marc d'un ton ferme et calme. Je suis venu découvrir son monde. Je te promets que rien de mal ne s'est passé. Mais la mère de Léa ne se détendit pas. Elle s'écarta lentement, sans le quitter des yeux, comme quelqu'un qui s'attend à une mauvaise nouvelle. Léa était assise en tailleur sur le sol, devant un plateau en plastique rempli de filets de résistance, comme si rien de tout cela n'était inhabituel. Elle ne s'est pas levée pour le saluer. Elle n'était pas surprise. Elle leva simplement les yeux, lui tendit une vieille radio fissurée et demanda. « Pouvez-vous réparer ceci ?» Pas de salutation. Aucune gêne. Juste un défi direct et sincère. Marc le ramassa avec précaution, examinant son âge, ses dégâts et le silence à l'intérieur. « Je savais comment faire, dit-il. Il y a longtemps. » Alors essaie, dit-elle en lui tendant un tournevis comme si elle lui passait un bâton. Il s'accroupit, les genoux plus douloureux qu'il ne voulait l'admettre, et commença à dévisser le dossier. Ses doigts étaient lents, émoussés par trop d'années de distance professionnelle. Léa regardait en silence. Patiemment. Sa mère restait à proximité, hésitante à intervenir, jusqu'à ce qu'un petit garçon apparaisse de la cuisine, tenant une fourchette et une assiette vide. « Il y en a plus » cria-t-il. « Seulement si quelqu'un retourne le lot suivant » dit une voix. « À toi, Maxime. » Le garçon gémit courut quand même, assiette tendue. « C'est ton frère » demanda Marc. « Mon cousin » répondit Léa. « Il habite ici maintenant. » En fait, tout le monde habite un peu ici. Cela explique le matelas contre le mur. La pile de vaisselle dans une baignoire. Les brosses à dents coincées ensemble dans un seul verre près de la porte. Pendant que Maxime faisait griller les bords des crêpes, la mère de Léa expliquait qu'elle n'utilisait que le brûleur du milieu car les autres faisaient trop d'étincelles. Marc est resté dans un coin, les pièces de radio sur ses genoux. Il se sentait étranger et plus ancré qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il regarda Léa s'agenouiller à côté de Maxime, lui montrant un condensateur sur un circuit imprimé. Si elle est trop faible, expliqua-t-elle, la charge se dissipe avant que le signal ne puisse commuter. Il faut trouver la bonne résistance. Mais ce n'est pas juste, se plaignit Maxime. Je ne sais même pas ce qu'est la résistance. Alors, apprends, dit-elle calmement. C'est comme ça que j'ai fait. Marc resta silencieux. Il a regardé. Pas de jouet. Pas d'écran. Aucune distraction. Un salon tissé de cahiers, de chutes, de diagrammes, de ventilateurs, de radios et de lecteurs DVD cassés ou tout réutilisés. Tout appris sur le tas. C'est à ce moment-là qu'il comprit ce qu'il avait vu en elle. Pas de précision raffinée. Survie. Pas de panique, mais de la ténacité. Celle forgée à partir des débris et du besoin. Et pourtant, ça a marché. Après avoir échoué à reconnecter un transistor pour la 3e fois, il a finalement demandé. « Où as-tu appris tout ça ?» Léa haussa les épaules. « Nulle part. À un moment, ça m'a semblé évident.
Comme les mathématiques. Mais avec des étincelles. Elle se tourna vers Maxime. Il y a 2 semaines, il ne savait même pas ce qu'était une diode. Maintenant, il peut vérifier la polarité sans se brûler les doigts. Une seule fois, cria Maxime. Une très grosse étincelle, murmura Martel. Marc a ri à un vrai rire. La première depuis longtemps. Tu n'as pas attendu qu'on te donne des leçons, murmura-t-il. Tu as juste persévéré. Léa haussa à nouveau les épaules. Je n'avais pas le choix. Sa voix était pragmatique. Pas amère. Pas triste. Tout simplement vrai. Elle ne l'a pas dit comme une plainte. Elle ne réalisait même pas que c'était exceptionnel. Et c'est cela qui l'a le plus frappé. Elle n'a pas agi comme quelqu'un qui avait été lésé. Elle agissait comme quelqu'un qui avait accepté les règles du monde et les avait réécrites en silence. Quand ils s'assirent pour manger les crêpes inégales, Marc regarda autour de lui. Tuiles fissurées. Des fils qui pendent. Un ventilateur qui ronronnait mais ne tournait pas. Mais ce qui le motivait n'était pas la pauvreté, mais plutôt l'objectif. Chaque objet avait une utilité. Chaque surface a une fonction. Elle avait construit un laboratoire avec des débris. Une école sortie du silence. Et plus étonnant encore, elle l'avait fait sans amertume, sans colère, sans chercher à se venger ou à se faire reconnaître. Juste de la curiosité. Une soif de compréhension. Léa lui tendit une page de cahier déchiré. Sur les bords, des gribouillis de crêpes. Au centre, un schéma de circuit. Il stocke une charge intermittente, a-t-elle expliqué. Sans batterie. En cas d'urgence. Marc n'avait pas de mots. Aucune réaction n'était prévue pour un enfant qui avait trouvé de l'électricité dans des débris cassés et en avait fait son langage. Il savait seulement ce qu'il ressentait. Une culpabilité aiguë. Émerveillement silencieux. Et une prise de conscience croissante. Elle n'avait jamais été découverte par le système. Elle était tout simplement devenue trop brillante pour être ignorée. Et d'une certaine manière, elle avait fait tout cela sans haine. Comme une fleur qui se fissure à travers le béton. Marc quitta sa maison ce soir-là avec un poids sur la poitrine. Un poids qui ne voulait pas partir. Il le suivait dans son bureau rutilant, s'asseyait à ses côtés lors d'appels vidéo qu'il ne pouvait plus suivre, s'accrochait à lui à travers le jargon juridique aride des clauses de responsabilité et du risque d'entreprise. Il n'en a rien entendu. Tout ce à quoi il pouvait penser était une fille qui lui tendait un circuit dessiné sur une recette de crêpes. Le lendemain matin, avant l'arrivée de son équipe, Marc a réécrit la politique de stage chez Viréon. Suppression des restrictions d'âge. Filtre de performance académique ajusté. Les vérifications des antécédents et les portefeuilles numériques sont désormais facultatifs. Il n'a pas attendu l'approbation. Il n'en avait pas besoin. Il était l'approbation. Puis, il a rappelé l'égal. Cette fois, pour créer un fonds de bourse. Pas pour les prodiges des écoles d'élite. Mais pour des esprits comme celui de Léa, une brillance brute, invisible, cachée dans des endroits où personne ne regardait jamais. Et puis, il a fait quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Il a donné un nom à ce nouveau feu en lui. Pas après lui-même. Pas après un produit. Il l'a appelé Bonjour Protect. Un hommage silencieux à une fille qui a affronté le chaos et a triomphé. Mieux que n'importe quel adulte dans la pièce. Et pourtant, malgré tout cela, quelque chose en lui restait instable. Ce n'était pas un doute. Ses actions étaient justes. Ils avaient été nécessaires. Mais cela n'avait pas suffi. Ce que Léa lui avait donné, ce qu'elle lui avait donné eux n'était pas simplement une solution. C'était un miroir. Un défi. Un rappel de quelque chose qu'il avait enterré il y a longtemps. Aucune plaque ne pourrait répondre à cette question. Pas de financement, pas de bonus, pas de reconnaissance. Cela devait venir de lui. Alors, il a appelé sa mère. Pas par l'intermédiaire d'un assistant. Non filtré par protocole ou intermédiaire. Il composa lui-même le numéro et, maladroitement et nerveusement, lui demanda si elle pouvait revenir au bureau. Juste pour parler. De manière informelle. Pour de vrai. Elle a dit oui. Mais sa voix tremblait, comme si elle n'arrivait pas à croire que c'était réel. À leur arrivée, Marc Delattre ne les a pas emmenés dans un petit bureau ou un laboratoire au fond d'un coin. Il les a conduits à la salle de réunion.
Le lieu des décisions à millions de dollars. Des partenariats. Des conversations qui façonnent l'avenir. Il la voulait là. Il nécessaire elle là. Elle n'avait pas l'air impressionnée. Elle avait l'air légèrement ennuyée. Mais elle était assise, son carnet à la main, comme toujours. Sa mère serrait fermement son sac, tendu, comme si elle pouvait disparaître à tout moment. Marc s'éclaircit la gorge. Plus d'une fois. Puis il parla. Vous avez changé notre façon de voir les choses, dit-il en regardant Martel. Pas seulement des systèmes. Personne. Talent. Le genre de personne qui mérite de diriger. Tu es entré dans le chaos, dit-il en se tournant vers Léa. Et tu n'as pas reculé. Vous n'avez pas attendu la permission. Tu l'as résolu. Sa mère essaya de sourire, mais les larmes lui montèrent aux yeux trop vite. Marc les regarda tous les deux. J'ai fait quelques changements, a-t-il déclaré. Il y a une bourse à votre nom. Et un véritable programme de mentorat. Séance individuelle. Vous aurez accès au laboratoire. Aux outils. Aux cours. À tout. Sa mère émit un son doux, quelque part entre un sanglot et un halètement, sa main volant pour couvrir sa bouche. Mais Léa n'a pas pleuré. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle hocha simplement la tête, comme si tout ce qui venait de lui être proposé existait déjà dans son esprit depuis des années. Comme si elle avait déjà imaginé le laboratoire, les outils, les heures tranquilles d'expérimentation, la chance non seulement d'observer, mais de construire, de façonner, de parler le langage des machines dans un endroit où les gens écoutaient enfin. Marc l'observait et, pour la première fois depuis longtemps, il ne voyait pas les murs de verre, les projections financières ou les indicateurs sur lesquels il avait bâti son empire. Il a vu du potentiel. Potentiel brut, silencieux et inflexible. Et il a vu la responsabilité. Il resta immobile, incertain s'il devait en dire plus. Mais Léa parla la première. D'une voix douce, presque timide, mais inébranlable. Est-ce que je pourrais travailler sur mes propres idées? Marc hésita une seconde, puis sourit sincèrement. Oui. Pas seulement autorisé. Encouragé. Elle hocha de nouveau la tête, lentement, comme quelqu'un qui pèse des équations non pas de nombre, mais de confiance. Sa mère n'avait toujours pas parlé. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle n'osait pas laisser couler. Ses mains tremblaient maintenant, non pas de peur, mais de pure incrédulité que quelque chose dans sa vie, dans la vie de sa fille, puisse enfin disparaître point droite. Puis Léa se tourna vers elle et lui murmura juste un mot. Maman. Ce seul mot, si petit et plein de lumière, a brisé le silence. Sa mère se pencha en avant et lui prit la main, et cette fois, aucune des deux n'essaya de cacher son émotion. Marc recula légèrement, leur laissant de la place. Il n'y avait plus rien à dire. Le reste, il le comprenait, serait écrit par elle. Ni dans les dossiers, ni dans les rapports d'entreprise, ni même dans les brevets. Mais dans la révolution silencieuse d'un enfant autrefois invisible, maintenant vu. Une fille qui avait autrefois dessiné seule sur un banc tandis que le monde se précipitait devant elle. Et qui maintenant, avec le même crayon, redessinerait l'avenir.